Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 2.1, qui est un exercice de dynamique newtonienne qui consiste à calculer la portée d'une trajectoire parabolique, qui est la trajectoire d'un objet qui est soumis à une force constante. Ici, la force constante qu'on va considérer, ce sera le poids, puisqu'on s'intéresse à un point matériel qui sera soumis au champ gravitationnel, au champ de pesanteur petit g, qui est supposé constant. Donc, dans la première question, on essaie de déterminer est-ce que par une simple analyse dimensionnelle on peut déterminer quelle va être la portée, c'est-à-dire la longueur maximale que je vais pouvoir parcourir avec une trajectoire de type parabolique. Donc on va supposer que les paramètres pertinents à prendre en compte, ça va être la vitesse initiale, donc un v0, et puis petit g, puisqu'on sait que tout ça va être dicté par le poids qui est P égale mg, et puis en fonction de alpha 0, où alpha 0 c'est l'angle qu'il y a entre V0 et l'horizontale. Donc évidemment, par une analyse dimensionnelle, on sait que alpha 0 ne pourra jamais intervenir dans notre analyse dimensionnelle, puisque alpha 0 est sans dimension. Donc là, il faut chercher L en fonction uniquement de V0 et G. Voilà. Donc la méthode bourrine, on va la faire juste après, mais là déjà, je vois que V0, c'est une vitesse, donc c'est du LT-1, G, c'est du LT-2, parce que c'est une accélération. Moi, je veux faire quoi? Je veux faire une longueur, on veut faire grand L. Donc je vois tout de suite que pour faire grand L, il faut que j'élimine le temps entre le G et le V0. Comment je vais éliminer le temps? Là, j'ai du T-2. Donc ici, il faut que je me débrouille pour avoir du T-2. J'ai déjà du T-1, donc je vais élever au carré. Donc je vois que si je fais V0 carré, ça c'est L2 T-2. Bon, ensuite, une fois que j'ai le T-2, si je le divise par G, je vais donc faire du L2 T-2 divisé par du LT-2, ça veut dire du L. Ben tiens, c'est exactement ce que je cherche. Donc je vois que V0 carré sur petit g, ça c'est bien dimensionné à une longueur L. Donc prendre L égale une constante sans dimension fois V0 carré sur g, ça marche. Avec K sans dimension. Voilà, donc là j'ai répondu à la question. Je sais qu'avec V0 et G, si je veux faire une longueur caractéristique, j'ai pas le choix, ça va être V0 carré sur G. Voilà. Bon, si je n'arrive pas à voir ça, imaginons que vous n'arriviez pas à visualiser que si vous mettez V0 au carré, que vous divisez par G, vous allez faire quelque chose qui ressemble à L ou à 1 sur L ici. Vous faites la méthode dite bourrine, qui est celle que vous avez appris à faire dans le TD1, c'est-à-dire que vous allez écrire que L, je veux que ça s'écrive comme K fois V0 puissance alpha fois G puissance bêta. Et donc je vais écrire que pour cette équation elle soit homogène, il faut que la dimension de la longueur qui est L soit LT-1 à la puissance alpha et LT-2 à la puissance bêta, c'est-à-dire L doit être égal à L puissance alpha plus bêta, T puissance moins alpha, alors T à la puissance moins alpha moins 2 bêta. Donc, je dois voir que 1 doit être égal à alpha plus bêta, puisque L, c'est la même chose que L puissance 1 et T puissance 0. Et 0 doit être égal à moins alpha moins 2 bêta. Donc de là, je vais tirer que alpha, c'est 2 bêta. Et puisque alpha, c'est 2 bêta, je vais tirer de l'équation 1 que 1 est égal à 2 bêta, est égal à alpha égale moins 2 bêta, pardon. Je vais corriger, moins 2 bêta. Donc moins 2 bêta plus bêta, ça vaut moins bêta. Donc bêta, c'est égal à moins 1. Et donc alpha est égal à moins 2 fois moins 1, c'est-à-dire 2. On retrouve que L, c'est K V0 carré sur petit g. Ok. Le résultat qu'on avait obtenu un peu plus rapidement au début. Voilà, donc ça c'est pour la question 1. Dans la question 2 maintenant, on demande d'établir les équations
qui permet de déterminer x de t et z de t, si on met un axe de z vers le haut, c'est-à-dire, alors on l'avait appelé y, donc x de t et y de t, je ne vais pas l'appeler z, donc je crois que je l'avais appelé z ici, donc je vais remplacer z ici par y tout simplement. Voilà. On cherche les équations horaires. Donc on cherche les équations horaires. Horaire x de t et y de t. Donc je vais utiliser ma dynamique newtonienne, c'est-à-dire que pour trouver x et y, il faut d'abord que je trouve la vitesse. Pour trouver la vitesse, il faut d'abord que je trouve l'accélération. Et l'accélération, je peux la calculer grâce à ma deuxième loi de Newton, qui me dit que m fois l'accélération du point m considéré, donc de ma particule matérielle, plus tard ce sera quelqu'un qui fait du saut en longueur, ça va être égal à la somme des forces extérieures. C'est toujours cette équation-là qui me permet de déterminer l'accélération si je connais la somme des forces, ou l'inverse. Mais ici, on demande de trouver la position. Pour trouver la position, il faut trouver la vitesse, et pour avoir la vitesse, il faut avoir l'accélération. Pour avoir l'accélération, j'utilise une loi physique, c'est la deuxième loi de Newton. Voilà. Somme des forces, ici, il n'y a qu'une seule force, c'est le poids, P, et le poids P, c'est mg. Donc là, je vois tout de suite que les masses ici se simplifient. Universalité de la chute des corps, tout le monde a la même accélération dans le champ de pesanteur, c'est petit g. Petit g, c'est moins g fois le vecteur EZ, où le vecteur EZ, c'est un vecteur unitaire vertical vers le haut, donc ici. Voilà. On voit que petit g est de sens opposé au vecteur unitaire EZ. Bon, j'ai l'accélération, donc c'est un vecteur l'accélération, ça me dit quoi? A, par ailleurs, je sais que c'est dv sur dt. Donc je vois que d de Vx sur dt, ça doit être égal à 0, parce qu'il n'y a pas de coordonnées vecteur accélération. Alors c'est pas z là, pardon, c'est y. Je vais essayer de ne pas faire l'erreur partout. Voilà. Et d de Vy sur dt, ça va être égal à moins g. Voilà. Donc là, c'est simplement une réécriture de cette équation vectorielle. Une équation vectorielle, c'est en fait deux équations, parce qu'on a deux dimensions scalaires. La première qui me dit que AX est égal à 0. AX égale à 0, c'est d de Vx sur dt est égal à 0. Et AY qui vaut moins g. AY, c'est d de Vy sur dt. Ça vaut moins g. Voilà. Donc une fois que j'ai ces équations, je vais pouvoir déterminer la vitesse. Donc pour déterminer la vitesse, on va simplement intégrer ces équations différentielles. Donc la première d de Vx sur dt est égale à 0, je vais appeler l'équation i, et l'autre dvy sur dt est l'équation 2i égale moins g. Donc pour l'équation i, je sais que le dérivé de Vx de t par rapport au temps doit être égal à 0, donc Vx de t doit être égal à une constante. Cette constante, ça va être tout simplement, si j'exploite mes conditions initiales, la vitesse initiale dans la direction x à l'instant t égale à 0. Et ça, je peux le trouver facilement si je me rappelle que la vitesse initiale V0, on nous dit qu'elle fait un certain angle. On note alpha 0 avec l'horizontale. Donc vous avez x, y ici. Donc la coordonnée ou la composante horizontale du vecteur vitesse initiale, ça va être donc V0 que multiplie cosinus alpha 0. Donc cette vitesse initiale dans la direction x, c'est V0 que multiplie cosinus alpha 0. Ensuite, on va exploiter la relation 2i pour trouver la fonction Vy de t. Donc pour ça, je vais dire que Vy de, donc j'intègre cette équation à gauche et à droite. Vy de t moins Vy de t égale à 0, ça va être l'intégrale de moins g fois dt entre l'instant 0 et l'instant t. Donc comme d'habitude. Donc je sais que la vitesse initiale, la Vy à l'instant t égale à 0. Si je regarde toujours ce graphique ici, je vois que c'est cette valeur-là. Donc ça va valoir V0 sinus alpha 0. Donc ça, c'est V0 sinus alpha 0. Et ensuite, je dois donc primitiver la fonction moins g. C'est moins gt à prendre entre 0 et t. Ça vaut moins g fois t. Autrement dit, je trouve que la vitesse, la coordonnée Vy de la vitesse,
en fonction du temps, c'est simplement moins gt plus v0 sinus alpha 0. Donc là, j'ai déterminé la vitesse vy, j'ai déterminé la vitesse vx, ça c'est vx de t, qui d'ailleurs ne dépend pas du temps. Donc je vais pouvoir ensuite déterminer x de t et y de t en intégrant encore une fois. Donc on trouve x de t et y de t en intégrant. Donc on se rappelle que x de t moins x de t égale à 0, c'est intégrale de 0 à t de vx de t dt. Mais vx, c'est tout simplement v0 cosinus alpha 0, d'après la relation qui figure ici. Donc je me retrouve avec intégrale de 0, intégrale de 0 à t de v0 cosinus alpha 0 dt. Ça, c'est une constante que je peux sortir de l'intégrale. Donc ça fait v0 cosinus alpha 0. Une primitive de 1, c'est t à prendre entre 0 et t, donc ça fait t. Voilà. Alors cosinus alpha 0, le tout fois t. La position à l'instant initial, eh bien, c'est tout simplement 0, parce qu'on suppose que ma trajectoire commence de l'origine, donc ça c'est 0. J'en déduis donc x de t qui vaut v0 t que multiplie cosinus alpha 0. Voilà, j'ai trouvé x en fonction du temps. Et ça augmente donc linéairement avec le temps. Maintenant, il faut que je trouve y en fonction du temps. Donc y de t moins y de t égale à 0. Ça va être intégrale de 0 à t de vy de t dt, c'est-à-dire intégrale de 0 à t de moins gt plus v0 sinus alpha 0 dt. Donc de la même façon, je démarre de l'origine, donc le y à l'instant t égale à 0, il est nul. Et donc je vais me retrouver avec y de t égale, et une primitive de moins gt, c'est moins 1 demi de gt2, une primitive de v0 sinus alpha 0, c'est v0 sinus alpha 0 t, à prendre entre 0 et t, donc y de t, finalement moins 1 demi de gt2 plus v0 t sinus alpha 0. Voilà, j'ai déterminé l'équation horaire y de t, donc l'ordonnée en fonction du temps. Je vois que cette fois, c'est pas linéaire dans le temps, ça va être en t carré, donc c'est quelque chose qui est polynomial et en t, donc avec un signe moins, donc y va peut-être au début croître, parce que là il y a un signe plus, mais ensuite quand t va tendre vers l'infini, va devenir grand, ce terme-là va dominer, donc y va aller dans les négatifs. Voilà, donc pour la question 2. Ensuite, dans la question 3, on demande de déterminer cette fois non pas les équations horaires x de t et y de t, mais l'équation de la trajectoire, c'est-à-dire y en fonction de x. Donc pour avoir y en fonction de x, on voit qu'il faut qu'on se débarrasse du temps. Donc il faut se débarrasser de t. Et donc pour ça, on va exploiter cette relation-là, par exemple, qui nous permet de trouver t en fonction de x. Parce que comme on connaît x de t, on peut inverser et trouver t en fonction de x. Donc je vais dire qu'on utilise la relation étoile, qui nous dit que t, c'est finalement x sur v0 cos alpha 0. Donc si je connais la position x de mon objet, je sais quel est le temps qui correspond à cette position. Voilà. Et je vais réinjecter ce temps-là dans l'équation 2 étoiles. Ce qui va me donner que y, alors cette fois j'écris pas en fonction de t, parce que finalement ce sera une fonction de x, je vais remplacer t en fonction de x. C'est moins 1 demi de g x sur v0 cos alpha 0 au carré, plus v0 sinus alpha 0 fois t, qui vaut x sur v0 cosinus alpha 0. Donc je vois qu'ici les v0 vont se simplifier, et je vais avoir un sinus alpha 0 divisé par un cosinus alpha 0, ça me fait une tangente. Donc finalement, l'équation de ma trajectoire y de x, c'est moins g sur 2
V0 carré cosinus carré alpha 0 fois x2 plus x fois tangente alpha 0. Voilà, j'ai donc l'équation de la trajectoire y en fonction de x. Je vois que c'est une parabole qui est tournée vers le bas, parce qu'il y a un signe moins devant le terme en x carré. Donc si je trace cette trajectoire, je vais tout simplement avoir ici y en fonction de x, une parabole qui va être tournée comme ça vers le bas avec une concavité tournée vers le bas. Par contre, je vois que ici je pars avec une dérivée qui est positive, puisque si je regarde la dérivée dy sur dx, y' évaluée en x égale à 0, c'est-à-dire la dérivée de la fonction y de x évaluée en x égale à 0. Quand je vais dériver ça, j'aurai quelque chose qui va être proportionnel à x. Quand je vais le prendre en x égale à 0, il va disparaître et il me restera simplement en fait le tangente alpha 0 ici. Donc ça c'est tangente alpha 0, c'est donc strictement positif. Je commence avec une pente non nulle, positive, donc pas vers le bas, je commence vers le haut, et ensuite je vais avoir une trajectoire avec une concavité vers le bas, puisque ici j'ai un signe moins devant le terme en x2. Donc là on a une parabole. Une parabole orientée vers le bas. Ok. Alors une fois qu'on a l'équation de la trajectoire, on nous demande de chercher la portée ou l'amplitude L du saut en longueur. Donc il faut que j'écrive une condition mathématique qui va me permettre de trouver cette portée, donc la portée de la trajectoire. Grand L, donc en fait c'est ce point-là, est tel que je cherche à ce que y, quand x est égal à grand L, vaut 0. Ça, c'est ma condition que je dois écrire, qui me permettra de trouver grand L. Ça, c'est le plus dur ici dans cette question, c'est de trouver quelle est la condition mathématique que je dois écrire pour trouver la portée grand L. Il faut que j'écrive que la portée est telle que le y, quand x est égal à cette portée, est égal à 0. Donc il va y avoir une autre solution à part x égale L, pour avoir y égale à 0, c'est à l'instant initial. Évidemment, je retrouve que quand x vaut 0, j'ai que y vaut 0. Mais il y a une autre valeur de x qui me fera aussi un y égal à 0. Et c'est ça la portée. Donc je vais écrire que y de x égale L est égal à 0. Donc ça me fait 0 égale moins 1 demi de g sur 2 v0 carré cosinus carré alpha 0 fois L carré plus grand L tangente alpha 0 est égal à 0. On va pouvoir diviser par L puisque je sais déjà que L est non nul. Donc ça me dit que 1 demi de G, alors le 1 demi, ici je ne sais pas pourquoi, je l'ai mis deux fois. Donc G, je vais passer ce terme-là, je le passe de l'autre côté et en même temps je divise par L. G sur 2v0 carré cosinus carré alpha 0 grand L, c'est égal à tangente de alpha 0. Donc L, c'est 2v0 carré sur G que multiplie cosinus carré alpha 0 fois tangente alpha 0. Mais tangente alpha 0, qu'est-ce que c'est? C'est sinus alpha 0 sur cosinus alpha 0. Donc il y a un des cosinus qui va disparaître en haut et en bas. Donc il va me rester L égale V0 carré sur G que multiplie 2 cosinus alpha 0 fois sinus alpha 0. Et cette chose-là, je reconnais 2 sinus x cosinus x, c'est sinus de 2x. Donc ça, c'est sinus de 2 alpha 0. Autrement dit, la portée L, ça va être sinus de 2 alpha 0 que multiplie V0 carré sur petit g. Voilà, j'ai déterminé quelle était la portée de la trajectoire parabolique ici. Elle se comporte exactement comme je m'y attendais avec mon analyse dimensionnelle en fonction de la vitesse initiale V0 et de petit g. Donc ça c'est OK vis-à-vis de l'analyse dimensionnelle. Donc on est content de retrouver
ce résultat-là. Et ce que nous a permis de faire le calcul exact ici, c'est de déterminer finalement la constante sans dimension, K sans dimension, qu'on n'avait pas pu déterminer avec l'analyse dimensionnelle. Donc cette constante, elle est importante parce qu'elle dépend des conditions initiales qui étaient spécifiées par un nombre sans dimension, ici l'angle par rapport à l'horizontale. Donc l'analyse dimensionnelle ne pouvait pas déterminer cette valeur, mais on voit quand même que ça joue un rôle important parce que le sinus, il peut être nul ou être même maximum. Et c'est d'ailleurs l'objectif de la question d'après. On demande de montrer dans la question 4 que grand L, donc cette portée-là, cette amplitude maximale du saut, est maximale pour une certaine valeur de alpha, qui vaut pi sur 4. Eh bien, on voit tout de suite que, donc là c'est la question 4, sinus est maximum, au maximum vaut 1. Donc ça c'est pour un angle de pi sur 2. Donc L est max pour 2 alpha 0 égale pi sur 2, c'est-à-dire alpha 0 est égal à pi sur 4, c'est-à-dire 45 degrés. Donc il faut lancer le projectile à 45 degrés par rapport à l'horizontale pour aller le plus loin possible. Bon, c'est un résultat qui pouvait paraître plutôt logique, bien qu'il faut faire attention à ce qui peut être logique. Et auquel cas, la portée L max, le sinus vaut 1, ça vaut simplement V0 carré sur petit g. Voilà, alors on peut faire l'application numérique avec les vitesses qui sont vitesses initiales qui sont données dans l'énoncé. On trouve L max égale environ 9,2 mètres. Donc si on compare au record de Mike Powell, bien on voit qu'il est très très proche d'avoir optimisé son saut, puisque son record était à 8,95 m, donc il n'est pas loin de la valeur maximale qu'il peut espérer atteindre avec la vitesse qu'il a fait. Donc Mike Powell a très bien optimisé son saut. Il est au maximum de ce que les lois de la physique lui permettent avec la vitesse initiale qu'il avait. Alors ensuite, dans la dernière question, on demande de calculer qu'est-ce qui se passe si la vitesse de l'athlète est réduite de 10%, comment est-ce que ça affecte la portée du saut. Bon, alors on voit que L ici est proportionnel à la vitesse V0 au carré. Ça, ce signe, ça veut dire proportionnel à. Voilà. Et donc, bon, vous verrez un petit peu plus tard que quand on fait une petite variation, là, par exemple delta V0 de la vitesse, à ce moment-là, le delta L max sur L max, c'est 2 fois delta V0 sur V0. Donc si ça, c'est 10%, ça veut dire que je vais multiplier par 2, ça fait 20%. Donc la portée varie de 20%. Voilà, ça veut dire qu'il y a un effet important dans la vitesse, parce qu'on voit que la portée est en vitesse au carré, donc si on diminue sa vitesse de 10% parce qu'on est un petit peu fatigué, eh bien c'est pas de 10% qu'on diminue notre saut en longueur, mais de 20%. Et au contraire, si on augmente la vitesse de 10%, on va augmenter son saut de 20%. Donc l'effet de la vitesse est très très important pour le saut en longueur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle pendant très longtemps, c'est ceux qui couraient vite aux 100 mètres qui faisaient aussi le saut en longueur et qui étaient également champions du monde ou champions olympiques.